les hommes de génie parviennent au mérite dont ils sont capables. Le temps où les génies parviennent au mérite dont ils sont capables est différent. En premier lieu, les génies nés pour ces professions qui demandent beaucoup d'expérience et de la maturité d'esprit sont formés plus tard que ceux qui sont nés pour ces professions où l'on réussit avec un peu de prudence et beaucoup d'imagination. Par exemple, un grand ministre, un grand général, un grand magistrat ne deviennent ce qu'ils sont capables d'être que dans un âge plus avancé, que l'âge où les peintres et les poètes atteignent le degré d'excellence, où leur étoile leur permet d'atteindre. Les premiers ne sauraient être formés sans des connaissances et sans des lumières qu'on n'acquiert que par l'expérience et même par sa propre expérience. L'étendue de l'esprit, la subtilité de l'imagination, l'application même ne sauraient y suppléer. Enfin, ces professions demandent un jugement mûr et surtout de la fermeté sans opiniâtreté. On est bien avec une disposition à ces qualités, mais on ne naît point avec ces qualités toutes formées. On ne peut même les avoir acquises de si bonne heure. Comme l'imagination a plutôt acquis ses forces que le jugement ne peut avoir acquis les siennes, les peintres, les poètes, les musiciens, et ceux dont le talent consiste principalement dans l'invention, ne sont pas si longtemps à se former. Je crois donc que l'âge de 30 ans est l'âge où, communément parlant, les peintres et les poètes se trouvent être parvenus au plus haut degré du Parnasse, où leur génie leur permettent de monter. Ils deviennent bien plus corrects dans la suite, ils deviennent bien plus sages dans leur production, mais ils ne deviennent pas ni plus fertiles, ni plus pathétiques, ni plus sublimes. Comme les génies sont plus tardifs les uns que les autres, c'est ce que j'avais à dire en second lieu, comme leurs progrès peuvent être retardés par tous les obstacles dont on vient de parler, nous n'avons pas prétendu marquer l'âge de 30 ans comme une année fatale, avec laquelle et après laquelle on ne dut rien attendre. Il peut se trouver 5 ou 6 années de différence dans l'âge auquel deux grands peintres ou deux grands poètes seront parvenus à leur perfection. L'un y peut être arrivé à 28 ans et l'autre à 33. Racine fut formé dès 28 ans. La Fontaine était bien plus âgé quand il fit les premiers de ses excellents ouvrages. Le genre de poésie auquel s'applique un artisan paraît même retarder encore cette année heureuse. Molière avait 40 ans lorsqu'il fit les premières de ces comédies dignes d'être comptées au nombre des pièces qui lui ont acquis sa réputation. Mais il ne suffisait pas à Molière d'être grand poète pour être capable de les composer. Il fallait encore qu'il eût acquis une connaissance des hommes et du monde qu'on n'a pas de si bonne heure, et sans laquelle le meilleur poète ne saurait faire que des comédies médiocres. Le poète tragique doit atteindre le degré de perfection où il est capable de monter de meilleure heure que le poète comique. Le génie et une connaissance générale du cœur humain, telle que la donnent les premières études, suffisent pour faire une tragédie excellente. Il faut pour faire une comédie du même genre du génie, de l'étude et de plus avoir vécu longtemps avec le monde. En effet, pour composer une excellente comédie, il faut savoir en quoi consiste la différence que l'âge, l'éducation et la profession mettent entre des personnes dont le caractère naturel est le même. Il faut savoir quelle forme le caractère d'esprit particulier à certains hommes donne au sentiment commun à tous les hommes. En un mot, il faut connaître à fond le genre humain et savoir la langue de toutes les passions, de tous les âges et de toutes les conditions. 10 ans ne sont point trop pour apprendre autant de choses. Il est naturel que les grands génies atteignent le point de leur perfection un peu plus tard que les génies moins élevés et moins étendus. Les grands génies ont plus de choses à faire que les autres. Ils sont comme ces arbres qui portent des fruits excellents et qui dans le printemps poussent à peine quelques feuilles lorsque les autres arbres sont déjà tous couverts de leur feuillage. Quintilien, que sa profession obligeait d'étudier le caractère des enfants, parle avec un sens merveilleux sur ce qu'on appelle communément des esprits tardifs, des esprits précoces. Si le corps, dit-il, n'est pas chargé de chair dans l'enfance, il ne saurait être bien fait dans l'âge viril. Les enfants dont les membres sont formés de trop bonne heure deviennent infirmes et maigres dès l'adolescence. Ainsi, de tous les enfants, ceux qui me donnent le moins d'espérance, ajoute Quintilien, ce sont ceux-là même à qui le monde trouve plus d'esprit qu'aux autres, parce que leur jugement est avancé,
mais cette raison prématurée ne vient que du peu de vigueur de leur esprit. Ils se portent bien, plutôt parce qu'ils n'ont pas de mauvaise humeur que parce qu'ils ont un corps robuste. Il en résultera un embonpoint momentané, qu'avec les années l'âge restreindra bientôt. Il y a là espoir de robustesse, car la maigreur et la débilité menacent généralement. Pour l'avenir, les bébés dont on voit tous les membres précocement formés. La nature qui me donnera la moins d'espérance chez les enfants est celle où la faculté critique se développe plus tôt que l'imagination. La maigreur leur tient lieu de santé et la faiblesse de sens critique. Ce passage, dont j'ai seulement ramassé quelques traits, mérite d'être lu en entier. Voilà cependant le caractère que les maîtres trouvent de meilleur augure. Je parle des maîtres ordinaires, car si le maître lui-même a du génie, il discernera l'élève de 18 ans qui en aura. Il le reconnaîtra d'abord à la manière dont il lui verra diriger ses leçons et aux objections qu'il formera. Enfin, il le reconnaîtra parce qu'il lui verra faire tout ce qu'il faisait lui-même quand il était élève. C'est ainsi que Scipion l'Émilien avait reconnu le génie de Marius quand il répondit à ceux qui lui demandaient quel homme serait capable de commander les armées de la République si l'on venait à le perdre, que c'était Marius. Cependant Marius, à peine officier subalterne, n'avait encore fait aucun exploit. Il n'avait mis encore en évidence aucune qualité qui le rendit digne dès lors aux yeux des hommes ordinaires d'être le successeur de Scipion. Dès que les jeunes gens sont arrivés au temps où il faut penser de soi-même et tirer de son propre fond, la différence qui est entre l'homme de génie et celui qui n'en a pas se manifeste et devient sensible à tout le monde. L'homme de génie invente beaucoup, quoiqu'il invente encore mal, et l'autre n'invente rien. Mais le remède qui assure la fécondité est facile à trouver. Les natures stériles sont vaincues sans aucune peine. L'art qui ne saurait trouver de l'eau, où il n'y en a point, sait resserrer dans leur lit les fleuves qui se débordent. Plus l'homme de génie et celui qui en a point s'avance vers l'âge viril, plus la différence qui est entre eux devient sensible. Il n'arrive à cet égard dans la peinture et dans la poésie que la même chose qu'on voit arriver dans toutes les conditions de la vie. L'art d'un gouverneur et les leçons d'un précepteur changent un enfant en un jeune homme. Elles lui donnent plus d'esprit qu'on ne peut avoir naturellement à son âge. Et cet enfant, dès qu'il est parvenu dans l'âge où il faut penser, parler et agir de soi-même, déchoit tout à coup de ce mérite précoce. Son été dément toutes les espérances de son printemps. L'éducation trop soigneuse qu'il a reçue lui devient même nuisible, parce qu'elle lui a été l'occasion de prendre l'habitude dangereuse de laisser penser d'autres pour lui. Son esprit a contracté une fainéantise intérieure qui lui laisse attendre des impulsions extérieures pour se déterminer et pour agir. L'esprit contracte aussi facilement une habitude de paresse que les jambes et les pieds. Un homme qui ne va jamais que là où une voiture le mène est bientôt hors d'état de se servir de ses jambes, aussi bien qu'un homme qui se tient dans l'habitude de marcher. Comme il faut donner la main au premier quand il marche, de même il faut aider à penser et même à vouloir. Dans l'enfant élevé sentant de soin à l'intérieur, ses vertus de lui-même, et l'esprit devient actif. Il apprend à raisonner et à décider lui-même, comme on apprend les autres choses. Il parvient enfin à bien raisonner et à bien prendre son parti à force de raisonner et de réfléchir sur ce qu'il a trompé lorsque les événements lui ont fait voir qu'il avait mal conclu. Plus un artisan doué de génie met de temps à se former, plus il lui faut d'expérience pour devenir modéré dans ses saillies, retenu dans ses inventions et sage dans ses productions, plus il va loin ordinairement. Le midi des jours d'été est plus éloigné du levant que le midi des jours d'hiver. Les cerises parviennent à leur maturité dès les premières chaleurs, mais les raisins n'y parviennent qu'avec le secours des ardeurs de l'été et de la tiédeur de l'automne. La nature n'a pas voulu, dit Quintilien, que rien de considérable fût achevé en peu de temps. Plus le genre d'un ouvrage est excellent, plus il faut surmonter de difficultés pour le terminer. C'est le sentiment de l'auteur que je viens de citer, qui certainement s'y reconnaissait, quoiqu'il n'eût pas lu Descartes. La nature elle-même a voulu que rien de grand dans le monde ne se fît rapidement. Elle a soumis tous les plus beaux ouvrages à cette même difficulté,
qui a produit cette loi de la naissance selon laquelle les êtres vivants restent d'autant plus longtemps dans le ventre de leur génitrice qu'ils sont plus grands. Ainsi, plus les fibres d'un cerveau doivent avoir de ressort, plus ces fibres sont en grand nombre, plus il leur faut de temps pour acquérir toutes les qualités dont ils sont capables. Les grands maîtres font donc des études plus longues que les artisans ordinaires. Ils sont, si l'on veut, apprentis durant un peu plus longtemps, parce qu'ils apprennent encore à un âge où les artisans ordinaires savent déjà le peu qu'ils sont capables de savoir, que le titre d'apprenti n'épouvante personne, car il est des apprentis qui valent déjà mieux que des maîtres, bien que ces maîtres fassent moins de fautes qu'eux, mais bien que ceux-ci, qui ne font aucune faute, méritent l'éloge, quelque éloge aussi revient à cela, même s'ils font des fautes. Quand le guide et le dominicain QIN eurent fait chacun leur tableau dans une petite église dédiée à Saint-André et bâtie dans le jardin du monastère de Saint-Grégoire au mont Coelius, Annibal Carache, leur maître, fut pressé de prononcer qui de ces deux élèves mérite le prix. Le tableau du guide représente Saint-André à genoux, devant la croix, et celui du dominicain représente la flagellation de cet apôtre. Ce sont de grands morceaux où nos deux antagonistes avaient eu le champ libre pour mettre en évidence tout leur génie. Et ils les avaient exécutés avec d'autant plus de soin qu'étant peints à fresque vis-à-vis l'un de l'autre, ils devaient être perpétuellement rivaux, et pour ainsi dire éterniser la concurrence de leur artisan. Le guide, dit le Carache, a fait en maître et le dominicain en apprenti, mais ajouta-t-il, l'apprenti vaut mieux que le maître. Véritablement, on voit des fautes dans le tableau du dominicain que le guide n'a pas faites dans le sien, mais on y voit aussi des traits qui ne sont pas dans celui de son rival. On y remarque un génie qui tendait à des beautés, où le génie doux et paisible du guide n'aspirait point. Plus les hommes sont capables de s'élever, plus ils ont de degrés à monter pour arriver au fait de leur élévation. Horace devait être un homme fait quand il se fit connaître pour poète. Virgile avait près de 30 ans quand il fit sa première églogue. Racine avait à peu près cet âge au dire de Despréaux quand il fit jouer Andromaque, qu'on peut regarder comme la première tragédie de ce grand poète. Corneille avait plus de 30 ans quand il fit le Cid. Molière n'avait point encore fait à cet âge aucune des comédies qui lui ont acquis la réputation qu'il a laissée. Despréaux avait 30 ans quand il donna ses satires telles que nous les avons. Il est vrai que les dates de ces pièces qu'on a mises dans une édition posthume de ces ouvrages disent le contraire, mais ces dates souvent démenties, même par la pièce de poésie à la tête de laquelle on les a placées, ne me paraissent d'aucun poids. Raphaël avait près de 30 ans lorsqu'il fit connaître la noblesse et la sublimité de son génie dans le Vatican. C'est là qu'on voit ses premiers ouvrages, dignes du grand nom qu'il a présentement. Des ouvrages convenables aux gens de génie et des artisans qui contrefont la manière des autres. Les hommes de génie, qui sont jaloux de leur réputation, ne devraient du moins mettre au jour que de grands ouvrages, puisqu'il ne leur a pas été possible de dérober leur apprentissage aux yeux du public. Ils éviteraient par cette précaution de donner lieu à des comparaisons mortifiantes. Quand les poètes et les peintres les mieux inspirés donnent ou des poèmes composés d'un petit nombre de vers ou des tableaux qui ne contiennent qu'une figure sans expression et posés dans une attitude commune, ces productions sont exposées à des parallèles odieux. Comme on peut sans génie faire 4 ou 5 vers heureux, ou peindre assez bien une vierge avec l'enfant sur ses genoux, sans être grand peintre, la différence du simple ouvrier et de l'artisan divin ne se fait pas sentir dans des ouvrages si bornés de la même manière qu'elle se fait sentir dans des ouvrages plus composés et qui sont susceptibles d'un plus grand nombre de beautés. C'est dans les dernières que cette différence paraît dans toute son étendue. Il est quelques vierges de Carlo Maratta que les amis de ce peintre soutiennent approcher assez de la beauté de celle de Raphaël, sans qu'on puisse les accuser d'une exagération outrée. Quelle différence entre les grandes compositions de ces deux peintres, et qui s'avisa jamais de les mettre en parallèle. Quoique la présomption soit familière aux peintres presque autant qu'aux poètes, Carlo Maratta lui-même ne s'est pas cru digne de mêler son pinceau avec celui de Raphaël.
peu de temps après l'année sainte de 1700, ont voulu faire raccommoder le plafond de la galerie de ce palais qu'on appelle à Rome le Petit Farnèse. C'est la maison bâtie par Augustin Chigi qui vivait sous le pontificat de Léon X. Les peintures que ce Chigi fit faire dans cette maison par Raphaël ont rendu le nom de Chigi aussi célèbre dans l'Europe que le pontificat d'Alexandre VII. Carlo Maratta ayant été choisi comme le premier peintre de Rome pour mettre la main au plafond dont je parle et sur lequel Raphaël a représenté l'histoire de Psyché. Ce galant homme n'y voulut rien toucher qu'au pastel, la fin dit il se trouve un jour quelqu'un plus digne que moi d'associer son pinceau avec celui de Raphaël. Il puisse effacer mon ouvrage pour y substituer le sien. Van der Meulen n'aurait peint un cheval aussi bien que Lebrun et Baptiste aurait fait un panier de fleurs mieux que le Poussin. Pour parler de la poésie, Despréaux a fait des épigrammes très inférieures à celles de 2 ou 3 poètes qui ne voudraient pas eux-mêmes s'égaler à lui. On connaît mal la supériorité d'un coursier sur un autre coursier quand il fournisse une carrière trop courte. Elle se fait bien mieux voir quand la carrière est de longue haleine. Il serait superflu d'expliquer ici en quel sens je prends le mot de petit ouvrage, car un tableau de 3 pieds peut être quelquefois un grand ouvrage. Un poème de 300 vers peut être un grand poème. J'ajouterai encore une considération touchant les ouvrages qui ne demandent pas beaucoup d'invention, c'est que les faussaires en peinture les contrefont bien plus aisément qu'ils ne peuvent contrefaire les ouvrages où toute l'imagination de l'artisan a eu lieu de se déployer. Les faiseurs de pastiches, ce sont ces tableaux peints dans la manière d'un grand artisan et qu'on expose sous son nom bien qu'il ne les ait jamais vus. Les faiseurs de pastiches, dis-je, ne sauraient contrefaire l'ordonnance, ni le coloris, ni l'expression des grands maîtres. On imite la main d'un autre, mais on n'imite pas de même, pour parler ainsi, son esprit, si l'on n'apprend point à penser comme un autre, ainsi qu'on peut apprendre à prononcer comme lui. Le peintre médiocre qui voudrait contrefaire une grande composition du Dominicain ou du Rubens ne saurait nous en imposer plus que celui qui voudrait lui faire un pastiche sous le nom de Giorgione ou du Titien. Il faudrait avoir un génie presque égal à celui du peintre qu'on veut contrefaire pour réussir à faire prendre notre ouvrage pour être de ce peintre. On ne saurait donc contrefaire le génie des grands hommes, mais on réussit quelquefois à contrefaire leurs mains, c'est-à-dire leur manière de coucher la couleur et de tirer les traits, les airs de tête qu'ils représentaient, et ce qui pouvait être de vicieux dans leur pratique. Il est plus facile d'imiter les défauts des hommes que leur perfection. Par exemple, on reproche aux guides d'avoir fait ces têtes trop plates. Elles manquent souvent de rondeur, parce que leurs parties ne se détachent point et ne s'élèvent pas assez l'une sur l'autre. Il suffit donc pour lui ressembler en cela de se négliger et de ne point se donner la peine de pratiquer ce que l'art enseigne à faire pour donner de la rondeur à ses têtes.